Deuxième message. Ces capillaires, pour lesquels je ne vais pas vous dire d'autre chose de la structure, et je ne vais pas insister sur les fonctions non épithéliales, si je puis dire, sur les fonctions métaboliques de l'endothélium. C'est une question de physiologie. Elle est hyper importante, hein, de même qu'il est hyper important de dire que la lumière de l'endothélium est tapissée, dit-on, d'un équivalent d'une petite couche de fibrine qui fait un élément complémentaire à la paroi du capillaire. Mais c'est plus de la physio que de l'histo à proprement parler. Donc pour l'histo, ce qu'on a dit là suffit. Par contre, ce qu'il faut rajouter, c'est que, depuis pas mal d'années, on insiste donc sur la notion que ces capillaires se trouvent dans un territoire, le territoire de la microcirculation. Et on insiste surtout sur le fait que dans ce territoire de la microcirculation, il y a des capillaires, il y a aussi d'autres petits vaisseaux. On les appelle artérioles et vénules. Ces artérioles et vénules sont petits, moins de 50 microns. Mais surtout, on insiste sur le fait que il y a une organisation particulière qui définit ce qu'on appelle des unités microcirculatoires. Ces unités microcirculatoires vont à l'encontre d'un dogme très ancien qui date pratiquement de l'époque où on a décrit les capillaires pour la première fois. Malpighi, il paraît que c'est vers 1616, ce qui ne fait pas 1515, mais un peu plus, mais qui est à peu près aussi facile à retenir. C'est sans doute pas vrai, 1616. Enfin bon, pas grave. C'est le XVIIe siècle, et à partir du moment où Malpighi a isolé ou a décrit ses premiers capillaires, l'idée qui a prévalu a été de dire qu'il y a une continuité directe entre le réseau artériel, les capillaires et le réseau veineux. Ce qui impliquait que partout où il y avait des capillaires, il fallait comprendre que le sang qui arrivait à ce niveau par des artères passait dans les capillaires, pouvait faire l'objet d'échanges et repartir par le système veineux. Très bien. Partout où il y a des capillaires, dans tous les tissus, les organes où il y a un réseau capillaire, des échanges existent forcément à ce niveau-là. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, il y a des voies dans les organes, dans les tissus périphériques, il y a des voies dérivatives qui font que du sang peut très bien passer, circuler dans un organe périphérique sans passer par un réseau capillaire, aller directement d'un réseau artériel à un réseau veineux. Et si on y réfléchit bien, c'est là qu'est toute l'originalité, toute la particularité du territoire des unités microcirculatoires. L'unité microcirculatoire la plus classique, et j'espère que ce schéma-là va vous rappeler quelque chose, puisque vous l'avez appris par cœur, peut-être même dessiné fébrilement dans les jours qui précédaient certaines épreuves. Je fantasme là. Ce schéma-là, c'est celui qu'on doit à deux auteurs. Vous l'avez peut-être vu en physiologie, qui s'appelait Chambers et Sweifart, qui ont décrit l'unité microcirculatoire commune. C'est la plus simple. Élément de base de la description. Rien de nouveau là encore. Élément de base de la description, une artériole qui est le vaisseau afférent. Artériole inférieure à 50 microns. C'est par là que le sang arrive. Élément de base de l'autre côté, une vénule inférieure à 50 microns. C'est par là que le sang veineux part. Entre les deux, il n'y a pas directement de capillaires qui vont de l'un à l'autre. Mais il y a un vaisseau qui s'appelle une métartériole et qui est plus de signification artérielle que veineuse. C'est pour ça qu'on la dessine souvent en rouge. Très bien. Au passage, le sang qui passe par la métartériole, il va directement du réseau artériel au réseau veineux. La métartériole n'est pas un capillaire, donc ne possède pas la propriété physiologique de permettre des échanges. Donc le sang qui passe par la métartériole va directement du système artériel au système veineux sans échange. Première voie, premier circuit vasculaire. Et c'est seulement sur cette métartériole que l'on imagine, pour comprendre les unités microcirculatoires communes, que l'on décrit dans la réalité microanatomique, des réseaux de capillaires, des anses capillaires, qui forment des dispositifs plus ou moins séduisants dans l'espace, plus ou moins heureux et harmonieux dans l'espace, ça c'est pour les artistes, mais qui pour les physiologistes ont surtout l'avantage de faire qu'il y a un système de capillaires branché sur la métartériole et donc sur l'ensemble du système, un réseau capillaire dont la lumière est bien sûr en continuité avec les lumières précédentes, des vaisseaux précédemment décrits, et qui fait que là, par contre, tout le sang qui passe par cette voie ici de capillaire, tout le sang qui sera venu par l'artériole, qui aura commencé éventuellement par passer par la métartériole, mais qui,
au lieu de continuer tout droit, sera passé par le réseau capillaire, est un sang qui va pouvoir faire l'objet d'échanges, dans un sens ou dans l'autre, en fonction du tissu, en fonction des besoins. Très bien. Qu'est-ce qui conditionne la façon dont le sang, dans un tissu périphérique, va directement du système artériel au système veineux ou passe par le réseau capillaire? Plein d'éléments. Il y en a un qui est de nature anatomique. Il y en a deux qui sont de nature anatomique, qui sont, premièrement, les sphincters précapillaires. À l'entrée du système, et ça on l'a déjà décrit en première année, il y a des petits manchons musculaires lisses dont la propriété est de pouvoir se contracter de telle façon que lorsqu'ils se contractent, lorsque cette structure de muscle lisse se contracte, il y a une augmentation de la pression intraluminale qui va diminuer le flux sanguin à cet endroit. Au plan physiologique, ce sont les physiologistes qui nous disent une structure dont la contraction permet d'augmenter la pression intraluminale et de diminuer le débit, ça s'appelle un sphincter. Bien sûr, ce que je viens de vous décrire, ce sont nos braves sphincters précapillaires dont le tonus, dont le degré de contraction conditionne la façon dont du sang s'engage dans le système capillaire ou passe directement au travers de la métartériole. C'est pour ça que c'est important de connaître les sphincters capillaires, de comprendre leur physiologie, parce que ça conditionne la façon dont du sang qui est amené par les vaisseaux de conduction à un tissu périphérique va participer ou non à des échanges. Par exemple, à l'oxygénation des tissus. Autre dispositif de nature anatomique qui conditionne ce passage direct ou pas de sang du système artériel vers le système veineux, en amont, par rapport au système artériolaire des unités qu'on vient de décrire, existent des branches directes qui ne sont pas des capillaires, qu'on appelle des segments anastomotiques. Et c'est là qu'on va dire que les anatomistes et les physiologistes vous le décriront un jour, il y a dans le corps humain différents types de segments anastomotiques. Pardon. J'ai anticipé, non, voilà. Excusez-moi, je pensais que la diapositive était dans l'autre sens. Des anastomoses artério-veineuses qui peuvent être de type 1, ce sont les plus simples, directes. Donc il y a un conduit, le sang passe directement de l'un à l'autre. De type 2, où l'on trouve des dispositifs dans la paroi, souvent des dispositifs musculaires lisses, qui permettent, en se contractant plus ou moins, de conditionner la quantité de liquide qui passe, de sang qui passe d'un côté à l'autre. Donc, système direct, c'est direct. Système de type 2, type 1, c'est direct. Type 2, il peut y avoir une régulation en fonction de la contraction des structures musculaires lisses qu'on trouve dans la paroi. Et type 3, il y a même un type d'anastomose qui représente un récepteur. C'est le glomus neurovasculaire de Masson, dont je vous montre une image histologique, branché sur une anastomose artério-veineuse. Là, il faut les yeux de la foi, mais je sais que vous me faites confiance. Pour certains, il y en a un ici. Et puis autour, il y a une énorme structure qui est le glomus neurovasculaire, qui est une structure où l'on trouve des cellules de type épithélial, à plus fort grossissement, épithélial, relativement clair, qui font la particularité de cette structure. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle glomus neurovasculaire? Parce que l'élément essentiel, ça n'est pas le fait qu'il y ait des cellules épithéliales, même si c'est amusant, intéressant, éventuellement plus joli que ce que je vous ai montré au microscope, mais c'est parce que cette structure comporte également des éléments nerveux de nature réceptrice. Il y a des fibres nerveuses dendritiques, des dendrites qui circulent là-dedans et qui vont jusqu'au centre nerveux pour informer les centres nerveux de ce qui est capté au niveau de ce récepteur périphérique. Il est important à connaître au plan physiologique, on vous a peut-être déjà parlé de ces glomus en physio. Il est également important à connaître en pathologie, puisqu'il y a des tumeurs glomiques qui existent, notamment au niveau des extrémités, et je suis sûr qu'on vous en reparlera au moins en dermatologie à un moment donné ou à un autre de votre parcours. Voilà pour la règle. La règle est donc que dans les unités microcirculatoires, il y a deux modes de circulation du sang, soit dans un circuit direct, soit dans un circuit qui est le petit chemin de promenade dans les capillaires où il peut y avoir des échanges.
Je pense que vous vous souvenez qu'on a dit que dans des conditions physiologiques, la plupart du sang qui arrive dans des organes périphériques, dans des tissus périphériques, passe directement du système artériel au système veineux sans échange. Et on dit habituellement que dans des conditions basales, c'est 75% du sang qui va dans ce circuit préférentiel, direct. Tandis que seulement 25% passe par le circuit des capillaires, ce qu'on appelle souvent la voie métabolique. Cet équilibre physiologique, c'est quelque chose qui est susceptible d'être modulé, qui est contrôlé par des facteurs de régulation physiologique qu'on fait cours de physiologie, mais qui peut aussi être perturbé en pathologie. Et je vous le signale au passage, tous les organes du corps humain ne réagissent pas forcément de la même façon à des situations pathologiques. C'est pour ça que quand il y a une baisse de pression importante dans le système vasculaire, un collapsus cardiovasculaire, un choc notamment, l'organisme est capable, plus ou moins dans certains territoires, de favoriser le passage du sang dans la voie principale en shuntant littéralement la voie métabolique, le circuit métabolique. Plus ou moins. Ce qui fait qu'il y aura des tissus qui, parce qu'en cas d'hypovolémie, parce qu'en cas de collapsus cardiovasculaire, parce qu'en cas de baisse de la pression de circulation sanguine, les mécanismes de régulation font que le système capillaire sera assez fortement shunté. Il y a des tissus qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à des perturbations hémodynamiques. Pourquoi? Parce que les capacités réactionnelles des territoires microcirculatoires ne sont pas identiques dans tous les points du corps. Donc ce n'est pas totalement anecdotique cette histoire, évidemment.